Si tu veux soutenir le tennis sur YouTube, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs contenus. Leila Fernandez confirme son exceptionnel US Open, c'est le coup de cœur de la semaine sur Service Volé. On va revenir également dans cette vidéo sur la victoire de Murray face à Carlos Alcaraz et sur Opelka qui envoie des missiles dans une interview exceptionnelle. C'est le programme de votre nouveau digest d'Indian Wells et on attaque immédiatement après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Il était une fois Daniil Medvedev, un petit medley sur ses phrases un peu piquantes de cet été, de ce printemps également. J'aime beaucoup ces compilations généralement. On la regarde ensemble. Zibardi. That's stupid. That's stupid. Mamma mia, Santa Italia. 30 pari. 30 euro. Qui est mort de rien. No get back, no ball. You like to be in the dirt like a dog? It's okay. I don't judge. I don't want to play here on this surface. Tell us what you had for breakfast today. Ah oui, alors ça c'était un test son, ça je me rappelle, test son, et donc on lui pose la question, qu'est-ce que t'as eu au petit déjeuner ce matin? Et lui il va répondre hyper sérieusement, c'est lunaire. What did I have for breakfast today was I try to always have some eggs. I had, you know, in the hotel we have avocado 13 which is bread with smashed avocado and 2 poached eggs. We're all good for That's that. great. Okay. That's Ah, it was. It was just for the sound check. I didn't It's know it fine. was for the sound. I was serious about it. Bon, je pense qu'on en a assez vu sur Daniil, j'espère que la séquence vous a plu. On va enchaîner sur Andy Murray qui a battu Carlos Alcaraz en 3 manches. On a regardé le match ensemble sur Twitch hier et on a vu surtout ce petit coup étonnant de la part d'Andy Murray. Première fois sur le circuit qu'il le réalisait, un coup avec un service à la cuillère. On va le voir juste ici, paf, il va passer sous la balle, ça va lui permettre de remporter son jeu de service et il va dire ensuite, il va déclarer, c'est la première fois, je l'avais jamais fait avant sur le tour, sur le circuit, mais les cours sont si lents qu'obtenir des points gratuits sur son service est très difficile. On l'a vu, il a eu beaucoup de difficultés à remporter ses jeux de service. Ensuite, il dit de plus, comme il était placé très loin de la ligne de fond de cours, cela m'a semblé être une bonne solution. En fait, il est clair que c'est une vraie arme lorsque son adversaire a décidé de se placer vers la bâche. Durant ce match, je n'ai fait que 3 aces, dont un sur un service à la cuillère, cela veut tout dire. Alors j'ai une question à vous poser par rapport à ça, c'était la première fois qu'Andy Murray utilisait le service à la cuillère sur un match officiel, et quand on a des joueurs un peu clivants, comme des Nick Kyrgios ou des Alexander Bublik, qui utilisent ce service à la cuillère, on a des gens qui vont dire tout de suite « Ah non, c'est un coup déloyal, etc. » Mais si c'est Sir Andy Murray, alors là ça passe. Donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est un coup qui, maintenant, il devrait même plus y avoir de débat par rapport à ça, ça fait partie de l'arsenal possible d'un joueur de tennis, ou est-ce que c'est un coup qui vous semble aller à l'encontre de ce que doit être le tennis par essence, c'est-à-dire un sport de gentleman et de gentle girl? On continue la conversation dans les commentaires, est-ce qu'on doit, entre guillemets, légaliser, même si c'est légal, le service à la cuillère? Et on enchaîne dans ce côté réseau avec l'interview vérité du badass Reilly Opelka. On a eu une interview vraiment très transparente, hyper intéressante, ça fait partie des joueurs, Reilly Opelka qui est parmi les plus transparents, les plus honnêtes sur le circuit, avec une relation assez conflictuelle avec les journalistes d'une manière générale qui sont très négatifs par rapport à ses performances, le fameux hashtag Servbot, etc. Et donc on va avoir une comparaison entre les Américains et les Européens. On a une question ici, la Lever Cup a été un signal d'alarme, les joueurs américains peuvent-ils émerger et atteindre le sommet très bientôt? Et Opelka qui est hyper franc, hyper honnête, il dit non, je pense pas qu'on puisse y arriver. Est-ce que l'Europe est trop... Et il dit les Russes sont trop forts, ils sont là pour rester et ils sont là pour dominer pendant un certain temps. Donc évidemment Medvedev, Rublev et un léger cran en dessous Karen Khachanov. Et ensuite il explique pourquoi il y a cette espèce de désertion de la part des Américains par rapport au tennis. Et lui, selon lui, c'est au niveau financier que ça se joue. Les meilleurs athlètes du monde sont américains, dit-il en jaune, mais ils ne font que jouer au basket et au football. Et pourquoi pas? J'aimerais jouer au basket, je pense que je suis un grand athlète, mon corps bouge bien pour un 7-footer. 7-footer c'est 2 mètres et quelques, 2 mètres 10 peut-être. Si j'étais un joueur de basket médiocre, un des 20 meilleurs joueurs de la NBA, je gagnerais 28 millions de dollars par an. Au lieu de ça, je grind, je voyage dans le monde entier, je gagne beaucoup moins, je pourrais rester à la maison, encaisser des chèques pendant 12 ans. Si vous êtes le 8e homme des Bulls, donc c'est-à-dire le 3e dans la rotation sur les remplaçants, vous gagnez plus que le gars qui est le numéro 8 mondial au tennis. Non content de critiquer les gains au niveau du tennis et la difficulté aussi avec ce sport, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, brutal au niveau émotionnel et au niveau mental, il a aussi chargé les journalistes et du coup dans cette interview on revient là-dessus, vous avez dit que les médias de tennis sont nuls et non, il dit en vert, ces gars-là sont terribles, il y a des mauvais journalistes, vous avez des gars qui ne font que critiquer, ils sont
super négatifs, des gars qui ne connaissent rien au tennis. Je pense que nous avons les pires médias de tous les sports, très franchement. Du coup, je vous posais la question dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team Opelka, c'est-à-dire les médias tennis sont pas au niveau d'autres médias type le foot, type le basket, ou est-ce que vous pensez que généralement c'est plutôt ok de ce point de vue, avec Eurosport, avec l'équipe, etc. et peut-être à l'étranger également, dites-moi ça dans les commentaires. Et donc il va dire quand il fait une performance par exemple à Toronto, une finale ou la demi à Rome également, on lui pose des questions du type qu'est-ce qui ne va pas avec le tennis américain, pourquoi n'y a-t-il pas de joueurs américains dans le top 30, etc. Donc à Rome pareil, hein, je suis en demi-finale et il trouve que le négatif, j'ai 23 ans, je joue Rafa, les choses vont bien, je suis en finale de Toronto et nous allons parler de la façon dont les Américains ne gagnent pas les grands chelems. Bon après il y a une vérité aussi, hein, c'est que couvrir le tennis c'est extrêmement exigeant. Là par exemple cette nuit j'ai couvert le Murray Alcaraz jusqu'à 1h du matin, ensuite j'ai regardé Leylah Fernandez à 6h du matin, j'ai dormi 3-4 heures grand max. Il faut réussir à enchaîner les journées comme ça, il faut regarder 12-15 heures de tennis par jour si vous voulez tout voir, avoir un avis sur tous les joueurs et avoir un avis surtout précis sur ce qui se passe. Et puis vous voyez hein, c'est pas des audiences non plus massives, donc ça veut dire faire un énorme sacrifice pour un gain qui est quand même très limité, donc ça demande d'être un petit peu con en fait, un petit peu fou de couvrir le tennis, que ce soit en France ou à l'étranger. Il n'y a pas vraiment de gros médias qui font un travail très pointu je trouve, et c'est peut-être dû à ça en fait, c'est parce que quelque part prendre des raccourcis, s'enflammer, partir sur des généralités etc. c'est peut-être beaucoup plus payant que de faire des analyses pointues, précises sur de la tactique comme on va le faire d'ici quelques instants. Malheureusement c'est un petit peu le jeu, hein, les punchlines, les dramas, ça marche beaucoup plus que les analyses fines tactiques où t'as pris des heures et des heures hein, pour analyser les joueuses et les joueurs. Malheureusement on est dans un système qui est comme ça et je pense que ça risque pas de s'arranger. Et on enchaîne avec le coin tactique et là je vais me faire un énorme kiff, on va analyser le jeu de Leylah Fernandez qui est un de mes coups de cœur vraiment assez, je vais dire cette année 2021, peut-être sur les 2-3 dernières années, je suis totalement sous le charme de cette joueuse. Un petit gabarit, 1m68, pas un gros service mais tellement de qualité, du grind, de la technique, de la créativité. Et on va commencer par cette première palette, c'est son extrême compacité, elle est très basse sur ses jambes. Alors ça c'est hyper important pour elle pour deux raisons. La première c'est qu'elle a pas un service extrêmement performant, donc elle se fait souvent transpercer au niveau du retour de service avec des retours de service très longs, et si elle n'avait pas cette capacité à être très basse, elle devrait nécessairement reculer à 1 mètre, 2 mètres de la ligne de fond, et vu son gabarit, vu son manque de puissance, ce serait extrêmement dommageable pour elle. Le fait qu'elle arrive à rester bien compacte, ça lui permet de coller à la ligne et d'anticiper les retours très profonds et directement absorber la puissance adverse et la renvoyer avec sa magnifique technique et son sens du timing. Ici elle va réussir à faire un 1-2 alors qu'elle était pourtant mal engagée avec un retour de service très profond de Pavlyuchenkova, et donc on le voit, ça c'est une des qualités de Fernandez, c'est qu'elle arrive à dissiper le service qu'elle a qui est quand même assez moyen avec cette extrême compacité. Autre élément très fort dans le jeu de Leylah Fernandez et pourquoi c'est une joueuse frisson, elle soulève les foules hein, littéralement, il y avait beaucoup de monde à la supporter sur ce match à Indian Wells, c'est qu'elle a une combativité, un grind qui est absolument magnifique. Ici elle va faire une course sublime pour renvoyer la balle alors que Pavlyuchenkova avait bien touché une petite amortie, elle va juste réussir à passer sous la balle, ensuite on va avoir une volée lobée de la part de Pavlyuchenkova et la course effrénée de Fernandez qui va réussir à se retourner et faire le point alors qu'elle était très mal engagée dans cet échange. Là vous le voyez, elle va réussir à faire le débreak mais finalement perdre ce premier set 7-5, et je trouve cette joueuse elle a quelque chose d'une joueuse frisson parce qu'elle se bat sur tous les points, elle a aussi ce talent de pouvoir réveiller la foule, de la galvaniser avec, donc elle utilise l'énergie de la foule à son avantage. Elle l'a dit d'ailleurs après le match que elle n'aura pas réussi forcément à remporter la rencontre avec son niveau de jeu qui était quand même assez moyen sans ce soutien du public, ça lui fait extrêmement plaisir. Elle arrive à capter ça parce que c'est une joueuse qui est extrêmement solaire, qui est très plaisante à voir, et ce grind appelle forcément les supporters à l'encourager. Troisième palette, élément d'importance dans le jeu de Fernandez, c'est le retour de service. Elle a très souvent des intentions sur ce retour de service. Ça c'est quelque chose qui est dommageable, pas que chez les filles, aussi chez les garçons parfois, c'est que on a des retours de service qui n'ont pas l'idée de faire mal, l'idée de faire le point. On a Novak Djokovic qui le fait, on a Andy Murray aussi un petit peu qui est un excellent retourneur de service qui est collé à la ligne, mais dans l'ensemble les retourneurs c'est plutôt de la temporisation. Ici on le voit, Fernandez elle va se jeter dans la balle comme une morte de faim et on sent elle a envie de conquérir l'espace, elle a envie de priver de temps son adversaire en restant collé à la ligne, en essayant d'avancer au maximum. Donc elle a à la fois ce grind comme on l'avait développé dans la palette précédente, mais aussi elle est capable de couper les trajectoires, et à certains égards ça rappellerait ce que nous a fait Raducanu à l'US Open aussi, qui se jetait sur les retours de service adverses au maximum, et Fernandez qui confirme que c'est une joueuse assez complète et qui est lucide sur son gabarit, ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Quatrième point, la palette dédiée au service de Leylah Fernandez. Alors on l'a dit dans la première palette, c'est une faiblesse quand même, il y a un manque de puissance, il y a 8 doubles fautes sur ce match, donc elle donne des points, elle est vulnérable sur ce coup. Après c'est dû à son gabarit, c'est dû à son impossibilité tout simplement d'envoyer des scuds de ce côté-là, mais elle a un avantage, elle est gauchère, voilà tout simplement. Donc sur les points très importants au tennis, les points qui sont côté avantage, vous avez
avez ce service extérieur de gauchère qui vous permet de remporter des points un peu plus facilement parce que vous pouvez déporter votre adversaire, vous mettez votre adversaire dans une position difficile. C'est en gros, est-ce que je tente un coup gagnant long ligne, est-ce que j'essaie de la remettre un peu bombée en sachant que je peux me prendre un 1-2 avec un espace qui est complètement ouvert de l'autre côté du court. Donc ça c'est sa petite carte maîtresse. Le problème c'est que si tu utilises trop souvent cette technique du service extérieur côté avantage, ton adversaire au lieu de se mettre là, elle va commencer à se mettre là, à anticiper le service court croisé et du coup tu vas être un peu neutralisé là-dessus. Après ça peut quand même être tentant d'envoyer des missiles OT et d'essayer de rééquilibrer un petit peu les différentes dynamiques. Mais en tout cas Leylah Fernandez, malgré ça, malgré ce service, et on peut comprendre pourquoi elle a été un peu laissée de côté quand elle était plus jeune, parce que certains disaient avec ton gabarit tu vas pas y arriver, c'est pas le modèle, c'est pas le standard. On le voit, ça l'a peut-être aussi créé quelque part, ça a créé son envie, sa rage de réussir, sa rage de vaincre. Elle a un super entourage manifestement et donc on a un profil qui est hyper intéressant je trouve, un peu différent de ce qu'on voit habituellement et c'est pour ça que c'est aussi fascinant. Cinquième palette est la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas passer à côté de Leylah Fernandez si vous avez l'opportunité de la regarder. Le circuit féminin qui est de plus en plus intéressant avec l'émergence de nouvelles têtes, c'est à quel point elle a du cran, elle est courageuse et c'est je pense une des raisons pour lesquelles elle est aussi aimée par le public, c'est qu'elle ne recule devant rien, elle a pas froid aux yeux. Ici deuxième coup de raquette, un point très important, deuxième balle de break dans ce jeu. La balle va lui arriver très vite dessus mais elle va pas reculer, elle va s'engager pleinement, absorber la puissance de la balle adverse et mettre un missile, une soucoupe volante dans la diagonale, dans la petite lucarne. Pavlyuchenkova ne pourra qu'applaudir ce coup gagnant. Donc Fernandez vraiment c'est le full package, jetez-vous dessus, mangez-en, c'est absolument sublime. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte ce soir à Indian Wells et je vais vous faire une recommandation un petit peu originale. Je vais vous indiquer de regarder le Harris-Ruud, un match-up intéressant entre un Lloyd Harris qui est en pleine progression, on l'a vu à l'US Open, et Casper Ruud qui a remporté San Diego, qui est un joueur qui progresse sur dur cette année, qui a été un petit peu trop cantonné à son rôle de terrien, spécialiste de terre, mais attention, c'est pas que ça, il joue également une place au Masters en fin d'année, donc ce sera à surveiller. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à Indian Wells, on se retrouve demain pour un nouveau digest bien sûr, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du sable.